Je vous souhaite la bienvenue dans le concours d'éloquence de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. On en est à la 2e édition, donc on a fait l'année dernière. Je reconnais quelques visages qui étaient là l'année dernière, notamment les participants et participantes de l'année dernière. Donc cette fois-ci, le concours il a pris un peu d'ampleur par rapport à l'année dernière. Donc on était sur des structures franciliennes. Là, cette fois-ci, on est sur 4 structures, dont Paris, Seine-Saint-Denis, Lille, Roubaix, Rouen. Ils étaient donc 32 jeunes au départ, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Il y a eu une demi-finale par structure et aujourd'hui, vous allez pouvoir écouter les prestations des 8 finalistes. Sur le sujet « Survivre à l'esclavage, est-ce résister ?» Un sujet toujours d'actualité. Donc... Je remercie le sénateur qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous, mais grâce à qui on peut être là aujourd'hui dans cette belle salle pour ces belles prises de parole. Donc merci au sénateur Rachid Temal, sénateur du Val d'Oise comme moi. Donc shout out au Val d'Oise. Et je vais passer la parole du coup à Aïssata de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Merci Lorraine. Bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être là. 2e édition du concours d'éloquence de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Nous sommes extrêmement ravis parce que c'était un challenge pour nous de monter cette édition. On avait choisi avec la Fondation d'organiser un événement et notamment des ateliers en dehors de l'éducation nationale et de toucher les jeunes à travers un sujet qui est extrêmement difficile pour nous, complexe à aborder, et de le faire d'une manière différente avec d'autres outils. Donc, il m'incombe de faire un certain nombre de remerciements, et je ne vais pas être très long parce qu'on a commencé un petit peu en retard, mais déjà, dans un premier temps, de remercier les membres du jury. Merci d'être là. Vous allez avoir un jury d'exception, et je vous demande de les applaudir parce qu'on sait que les agendas sont parfois complexes. Ils vont avoir la lourde tâche de vous évaluer et ça va être extrêmement compliqué. Remercier bien évidemment notre partenaire, la Fondation Total et la Fondation BNP Paribas qui nous permet d'être là aujourd'hui et qui a permis de financer notamment les ateliers dont les jeunes ont bénéficié et les formations dans les différentes structures. Remercier évidemment notre parrain, le sénateur Rachid Temal qui n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui mais qui nous permet de bénéficier de cette belle salle et de cette belle structure. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont visité le Sénat avec Xavier Verne et je le remercie. Donc c'est un de nos partenaires depuis maintenant quelques années parce qu'au-delà du concours, la commémoration du 10 mai généralement a lieu au Jardin du Luxembourg au Sénat et donc on travaille en étroite collaboration. Donc merci Xavier, merci à tes services aussi.
Merci pour l'accompagnement que tu nous fais depuis quelques années et on est toujours ravis de pouvoir compter sur le soutien du Sénat et bien évidemment remercier les formateurs de chaque structure, donc EDC Paris, EDC Seine-Saint-Denis et Rosny, EDC Lille et l'association Espoir Jeune. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Il paraît qu'il y a aussi du lourd chez vous, même s'il y en a partout, ça va être compliqué, on le sait. Et puis enfin, un mot pour les jeunes. Les jeunes, vous dire que c'est votre journée, c'est votre séquence, c'est votre séance. Ne doutez pas de vous. J'ai vu quelques vidéos et j'ai été vraiment très surprise des différentes prestations et notamment parce que vous avez une thématique qui est extrêmement complexe. Vous dire aussi que évidemment, on est dans une période compliquée. Et donc, la thématique se prête bien à l'actualité politique, mais je ne vais pas casser votre délire parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais vous dire seulement de kiffer, vraiment kiffer votre moment, c'est votre moment. Et franchement, big up à tout le monde et la Fondation est extrêmement ravie. Donc, bonne séquence. Eh bien, est venu le temps de vous présenter nos charmants et charmantes membres du jury. Je vais aller, je pense, de gauche à droite. Je vais commencer donc par toi, Manon. Je me permets de te tutoyer. Salut. Alors, tu es du coup actrice engagée, membre d'honneur de la FME depuis un certain temps. Tu as notamment joué dans la série Mortel sur Netflix ou Plus belle la vie. Et tu nous fais l'honneur de ta présence aujourd'hui. Merci, c'est moi qui suis honorée d'être avec vous pour une nouvelle édition. J'ai vraiment hâte de vous entendre. C'est un pur plaisir d'être réunie ici et de faire vibrer toutes ces voix autour d'un sujet comme celui-ci. Donc voilà, merci à vous tous. Ensuite, nous avons Monsieur Olivier Rabier. Vous êtes directeur des programmes de la Fondation d'entreprise Total Énergie. La Fondation Total Énergie, elle accompagne la FME sur 3 ans sur ce concours et divers projets éducatifs et citoyens. Merci à vous d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, moi, je suis très content de pouvoir participer. J'avoue que si vous avez le trac, imaginez-vous que je l'ai 2 fois plus que vous. Donc, je vous souhaite à tous de bien vous éclater et de nous faire vibrer et de nous faire partager toutes vos émotions. On passe donc à Madame Juliette Ray. Vous êtes la fondatrice et CEO de Aura Éloquence, agence de prise de parole en public. Donc évidemment, c'est logique que vous soyez là aujourd'hui. Et vous êtes également la créatrice du programme de mentorat Ambitieuse qui accompagne les jeunes femmes des quartiers prioritaires à prendre la parole en public. Et vous êtes également productrice d'événements, de débats au Grand Rex, au théâtre, etc. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Les candidats, profitez de ces 10 minutes dans un monde où tout le monde se coupe la parole tout le temps. Ces quelques minutes sont à vous, donc profitez-en et faites-en bon usage. Ensuite, nous avons Monsieur Aketo. Vous êtes un rappeur français originaire du Val d'Oise, toujours le meilleur département de France, n'est-ce pas? Vous êtes également membre fondateur du groupe de rap Sniper et après 6 projets en solo, vous êtes invité sur des projets tels que le Classico organisé aux côtés de Jul. Merci, ravi d'être là, bravo aux finalistes et amusez-vous, éclatez-vous et j'ai hâte de voir ça. Merci. Et enfin, en dernière, mais pas des moindres, nous avons Madame Audrey Pulvar, femme politique, conseillère régionale et adjointe à la mairie de Paris, engagée sur les questions environnementales notamment, et ancienne journaliste télé et radio. Bonjour à toutes et tous. Un mot. Alors moi, c'est ma 2e participation au concours d'éloquence de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Je suis évidemment ravie et honorée d'être des vôtres. Et je veux dire à nos candidates et candidats du jour que c'est déjà énorme d'être là. Donc vous avez déjà fait le plus difficile. Et là, vraiment,
Soyez vous-même, lâchez-vous. Voilà, il y aura forcément un ou une gagnante, ou je ne sais plus si on en a qu'un, qu'une ou plusieurs, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui ne seraient pas les gagnants ce soir, vous avez déjà en grande partie gagné. Et nous, on est avec vous, et je pense qu'on va avoir nous aussi le trouillomètre à 0 là pour vous. Je vais ensuite donner la parole à leur coach, du coup, qui les a accompagnés sur toute cette préparation. Donc, je vais vous laisser, je vais le laisser se présenter sa structure et vous en dire un peu plus sur le thème du jour et de la préparation. Bonjour tout le monde. C'est comme ça que ce concours a commencé, avec beaucoup d'hésitation, beaucoup de peur, de crainte. Et aujourd'hui, je suis très content que ces jeunes soient là, que vous soyez là. Et surtout, de ce partenariat avec la FME et la particularité de ce concours qui vraiment remet l'éloquence au centre de son authenticité. Souvent, les concours d'éloquence, on va célébrer un peu le brio, le bon mot, l'humour. Et là, il y a un vrai message de fond. C'est vraiment l'éloquence pour exprimer ses idées avec force, avec clarté. C'est l'art oratoire dans toute sa noblesse, cette capacité à transmettre des messages. Et on l'a fait avec des jeunes qui se sont dépassés, avec des jeunes qui sont suivis par l'école de la deuxième chance. Et comme son nom l'indique, ce sont des jeunes qui, pour arriver là, ont utilisé des chemins de traverse. C'est Einstein qui disait que si on juge tout le monde a du talent, et si on juge un dauphin à sa capacité à monter aux arbres, il va se sentir bête toute sa vie. C'est un peu l'histoire de ces jeunes qui ont énormément de talent, et vous allez le voir aujourd'hui, qui ont beaucoup, beaucoup travaillé. Et pour cela, ils se sont dépassés, surpassés grâce à des coachs magnifiques. Et vraiment, là, c'est moi qui est sur scène, mais ce ne serait pas possible sans leur coach. Et vraiment, un tonnerre d'applaudissements pour ces coachs. Je vois ici Salwa, Jérôme, il y a Anne aussi, je vois pas où Anne est là-bas. Il y a Waïba, bien sûr, je l'ai vu quelque part. Il y a Fela, la super négociatrice. Et tous les autres que j'oublie. Il y a l'association Espoir Jeune avec Yacine, Zakaria qui n'est pas là. Et vraiment, ils ont fait un magnifique travail. Et là, je vais me permettre, on est au Sénat. Et si nos chers politiciens s'occupaient du peuple, comme les coachs de l'EDC s'occupaient des jeunes, je pense que la France irait beaucoup mieux. Et vraiment, vraiment merci. C'est un travail immense qu'ils font. Et le contexte politique, effectivement, est assez particulier. Et ce contexte fait qu'il y a des prises de parole qui sont aujourd'hui, qui servent à faire monter des divisions. On prend la parole pour diviser, pour haïr, pour insulter. Et là, c'est ce que vont nous proposer les jeunes, ce sont des prises de parole qui, justement, au contraire, vont essayer de rassembler, d'unir, de faire voyager. Et pour ça, ils ont vraiment fourni un effort exceptionnel. Ça a été long, ça fait 4 mois qu'on travaille ensemble. Il y a eu des rires, il y a eu des pleurs, il y a eu des abandons, mais ils se sont vraiment dépassés et c'est vraiment ce qui est important. Alors aujourd'hui, vous allez avoir la chance de découvrir les 8 finalistes, mais ils n'étaient pas cuits au départ. Et il y a eu des jurys qui ont choisi les 8, mais il y en a plein d'autres qui ont été très très forts, qui ont fait de très belles prestations. Et là, vous allez voir les 8, et j'aimerais qu'ils viennent sur scène pour qu'on les applaudisse, parce que vraiment, moi j'ai travaillé avec eux depuis le début, mais aussi j'aimerais que tous ceux qui ont participé depuis le début, puissent venir sur scène. Je leur avais tous promis qu'ils allaient avoir une standing ovation. Donc rejoignez-nous tous, s'il vous plaît. Allez, venez sur scène. S'il vous plaît, je leur avais promis qu'ils allaient avoir leur moment de gloire au Sénat et qu'ils allaient le faire. Alors s'il vous plaît, levez-vous et applaudissez-les, s'il vous plaît.
Allez, tous d'entre là. Du bruit, du bruit, du bruit. J'espère que vous allez passer un très bon moment. Pour moi, ça a été un plaisir de travailler avec eux. Et il y a un travail immense qui a été fait. Aujourd'hui, ça va être de l'art oratoire. Et vous allez vraiment avoir devant vous des artistes dans des styles différents. Ils vont nous faire voyager. Ils vont nous transporter dans cette histoire de l'esclavage qui est notre histoire commune. Une histoire qui est chargée de sens, d'émotions. Et qui, encore aujourd'hui, plus que jamais, résonne. Et ça va être un moment pour rendre hommage à toutes ces victimes de l'esclavage, mais aussi rendre hommage à toutes les victimes à travers le monde de tous les conflits qui nous inondent, que ce soit le Congo, le Soudan, Gaza, ou même plus proche de nous, nos voisins qui n'ont pas à manger, les mendiants dans la rue. Vraiment, ça va être un moment où justement... ils ont posé leur tripes dans ces textes, ils ont posé leur cœur. Et vraiment, je vais vous demander de les applaudir parce que moi, j'ai vu le travail. Moi, je les ai vus les premiers jours où c'était vraiment dur de prendre la parole. Il y en a parmi eux qui sont vraiment agoraphobes, qui ont une hantise de prendre la parole en public. Il y en a qui avaient des traumas profonds, qui ne pouvaient pas faire face au public. Donc vraiment, là, vous allez assister à de véritables transformations. Donc vraiment, applaudissez-les et je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci Ladji pour cette belle introduction. Du coup, sans plus tarder, je vous propose d'appeler le premier candidat. Et pour les motiver, je propose à vous, membres du jury, donc, de les aider à se présenter. Voilà, comme ça, on les met à l'aise, tranquillement, on se présente. Et ensuite, ils et elles pourront prendre la parole. Donc, j'appelle Meyssan. Ah pardon, apparemment pas de présentation pour Meyssan. Il veut aller directement dans le vif du sujet, donc let's go. Bonjour, je m'appelle Meyssan. Je n'étais qu'une enfant de 14 ans et j'étais très heureuse avec ma famille. Mais un jour, on m'a arrachée à ma famille. J'ai été capturée. On m'a examinée de partout. On m'a attachée, jetée brutalement dans un bateau. C'était dégoûtant, horrible. L'odeur était infecte. Je me suis retrouvée avec plein de gens comme moi. Il y avait peu de place, peu d'oxygène. Je crevais de chaud. J'avais faim et soif. Le voyage était interminable. Beaucoup de mes compagnons sont morts. Mais moi, j'ai survécu. On s'est retrouvés emportés par un homme blanc et riche. Je devais m'occuper de sa maison. Mais j'ai compris bien vite que je n'allais pas m'occuper que de sa maison. Et il m'a bien fait comprendre aussi que j'allais être condamnée à ma majorité. J'ai été complètement souillée. Je n'étais plus rien qu'un simple objet. Beaucoup de mes compagnons sont morts. Mais moi, j'ai survécu. Et avec tout ce que j'ai vécu, vous osez me demander si survivre à l'esclavage, c'est résister ? J'ai survécu, malgré tous les dangers, les viols, les maltraitances, les brûlures, les tortures, les coups de fouet, des avortements à coups de bâton de fer, aux amputations, à la mutilation. J'avais à la faim et à la soif.
Beaucoup de mes compagnons sont morts. Mais moi, j'ai survécu. Le maître m'enchaînait, m'enfermait. Je devais supporter sa folie, sa haine, résister à la douleur et à la peur qu'il me tue. Beaucoup de mes compagnons sont morts, mais moi, j'ai survécu. Imaginez-vous être traité comme une propriété, une marchandise à vendre sur un marché d'esclaves. Je commençais même à envier son chien, Brutus, avec qui le maître jouait de temps à autre. J'étais dépouillée de ma dignité de femme, ma dignité d'être humain. Et malgré toute cette atrocité, beaucoup de mes compagnons sont morts. Mais moi, j'ai survécu. Quand la vie n'est qu'un calvaire, quand tout autour de vous vous invite à la mort, quand votre quotidien n'est qu'horreur et souffrance, survivre devient la plus héroïque des résistances. Beaucoup de mes compagnons sont morts. Mais moi, j'ai survécu. Survivre, ce n'est pas seulement résister, c'est être la résistance. C'est incarner la résistance. Pour prévenir, avertir, témoigner, raconter à mes enfants, mes petits-enfants, à vous ici présents, que beaucoup de mes compagnons sont morts. Mais que moi, j'ai survécu. Car survivre au milieu de l'enfer, c'est résister à la mort. C'est garder espoir en des jours meilleurs. C'est garder espoir en une humanité fraternelle. Je n'ai jamais cessé de croire. C'est pour ça que beaucoup de mes compagnons sont morts. Mais que moi, j'ai survécu. C'est pas fini. Pour survivre, je chantais. Je chantais l'espoir. Je chantais l'amour. Je chantais chaque jour. J'ai rêvé de tant de choses, que demain soit meilleur qu'hier, moins pire qu'aujourd'hui, à la hauteur de mes prières. J'étais pleine de rêves, avec tant de doutes, mais peu de haine. Mais tout a basculé quand je fus condamnée. Je suis des rares personnes qui connaissent leur date de fin. Désormais, je suis comme une prisonnière. C'est le couloir de la mort. Je veux avoir une dernière chance, que Dieu révise son jugement. Mais je n'ai pas le choix, obligée de vivre avec ça. Mais pourquoi je ne le mérite pas? Merci Meïsane pour ta prestation, plus que surprenante. Divers talents ont été démontrés aujourd'hui. Je te laisse nous dire un peu comment tu t'es sentie pendant cette préparation, etc. Une petite minute. Honnêtement, j'étais vraiment énormément stressée. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, j'étais très timide avant. Donc venir ici, là, sur cette scène, c'est vraiment ça ma plus grande victoire maintenant. Et j'ai parcouru tellement de choses. Avant, je ne pouvais même pas aller acheter du pain. C'était trop dur pour moi d'aller juste acheter du pain à la boulangerie.
Et aujourd'hui, je suis là devant vous et donc vraiment, c'est ça ma plus grande victoire. Merci Meïsan. On peut encore l'applaudir et je vais appeler. Alors, on va donc passer à la deuxième candidate. Donc, sous un tonnerre d'applaudissements, je vous propose d'accueillir Jennifer. Du coup, je vais laisser un membre du jury ou une membre du jury, peu importe. Bonjour. Voilà. Bah oui, quand même, c'est mieux. Ça va. T'as quel âge, Jennifer? Allô? Allô? Ouais, on t'entend. Vous m'entendez? Oui, on l'entend. Pas dans le micro. Micro, hein. Allô? Ah, là c'est mieux. Tu as quel âge? Je suis âgée de 18 ans. Tu es âgée? Non, ça va. Ça va, tu as le temps. Et alors, tu appartiens à quel centre, vu qu'il y en a plusieurs? Oui. J'appartiens à l'EDC de Rosny-sous-Bois. Ok. Bienvenue. Merci. Vous avez d'autres questions à me poser? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce concours d'éloquence? Au début, j'avais pas prévu de passer au Sénat et de faire ce concours. C'était plus pour, on va dire, m'aider à m'exprimer devant les gens, devant les personnes, parce que j'ai eu du mal moi aussi. Ensuite, on va dire que j'ai gravé l'échelon. Et voilà, je me retrouve ici. Eh bien, Jennifer, quand tu veux. J'ai l'impression qu'il avait envie de me poser une question. Non, c'était une blague, c'était savoir si c'était la fille qui t'avait fait ce petit bobo sur la joue là. Non, je me suis blessée. C'est petite blessure. C'est bon, je peux commencer? Oui, c'est à toi. Ok, super. Ça marche? Non, ça marche pas. Est-ce que tu pourrais me donner mon... Ah non, tu vois la petite veste qui est à côté de toi? J'ai oublié de la prendre. Merci. Hop. Voilà. Est-ce que ça marche? Super. Allô? Ok, c'est bon. Vous vous demandez bien pourquoi je vous montre ces blessures. On est d'accord? Aurez-vous eu la force de vous lever, de marcher, de travailler avec toutes ces blessures? Chaque matin, chaque soir, chaque jour. Je vous regarde et quand je vois l'expression de vos visages, j'ai pas l'impression que ce soit un oui. Eh bien, sachez que cela a duré 400 ans avec ces blessures, avec plus de 15 millions de morts, un nombre incommensurable de femmes violées, d'enfants violés, de travail forcé, d'hommes démembrés sous les rires. Ils étaient utilisés comme de misérables objets de travail et de plaisir. Les enfants abusés, eux, ils hurlaient, ils criaient face à tant de souffrances. Ils étaient utilisés comme des objets, pire que des animaux. Ils étaient voués à perdre leur humanité. Car oui, c'était ça la particularité de la tresse transatlantique. Transformer des hommes en machines et faire de la race noire une simple race d'esclaves.
Dans ce contexte, il est plus que légitime de se poser la question suivante. Est-ce que survivre à l'esclavage, c'est résister? Eh bien moi, je me tiens debout, devant vous, et je me crie haut et fort que oui. Les colons ont organisé toutes ces horreurs pour les conduire sur le chemin de la Désolée. Comme vous le voyez, c'est tellement horrible que je n'arrive même pas à le prononcer. Car oui, le projet de l'esclavage était de déshumaniser la race noire. Les convaincre que leur couleur n'était qu'une faiblesse. Survivre à cela, rester humain face à l'horreur, c'est résister. Les colons ont commencé par un seul bateau d'esclaves. Un seul, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ils ont étendu leur projet sur des dizaines de millions d'hommes noirs. Et cela pendant des centaines d'années. Les colons leur ont arraché leurs droits, leurs valeurs humaines, à travers les mutilations, les démembrements, les viols et le mépris de toutes leurs souffrances. Survivre à cela, rester humain face à l'horreur, c'est résister. Mais malgré toutes ces abominations, les esclavages ont continué à vivre, à garder espoir, à se lever, à rester humain, faisant de la survie la plus héroïque des résistances. Mais pas que. Vous voyez ce beau tissu? Eh bien, ils nous ont légué le plus précieux héritage de résilience humaine. Je vais le porter parce qu'il est magnifique. Ils nous ont offert une excellence, une belle leçon d'humanité en survivant à cette horreur. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Non. Merci Jennifer pour cette prestation, toujours que de surprises. Alors, on va donc passer à la troisième candidate qui nous vient de Lille. J'appelle Léa. Bonjour à vous. Bonjour. Ça va? Salut. Ça va. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire pour son éloquence? Ça peut être quelqu'un de connu, pas connu. C'est difficile à répondre à cette question, puisque je ne suis pas forcément des grandes personnes ou quoi. Ça peut être quelqu'un de ta famille. Hein. Même pas. C'est un groupe de musique que j'apprécie énormément pour leur travail, leur courage, tout ce qu'ils font pour les enfants, même pour la Palestine, parce qu'ils donnent un soutien à la Palestine depuis des années. C'est le groupe de K-pop BTS. Ils se sont présentés aux États-Unis, ils ont pris la parole et leur leader a pris la parole d'une façon tellement facile, avec des mots tellement impactants que son discours m'a énormément touchée. Merci Léa. Il n'y a pas de quoi. Merci. Si je vous parle d'esclavage, vous allez penser à la traite négrière ou encore au commerce triangulaire. Ce qui est tout à fait normal car c'est ce que nous avons tous appris à l'école. Mais le sujet d'aujourd'hui est tout autre. C'est au XVIe siècle que commence la vente d'êtres humains, qui seront vus et utilisés comme de simples outils dépourvus d'âme et de sentiments, simplement à cause de leur couleur de peau. Mais cela va nous amener à nous poser une question. Survivre à l'esclavage, est-ce résister?
Résister, c'est pour l'époque le meilleur moyen de se révolter face aux colons, qui malheureusement utilisaient les esclaves comme des machines afin de récolter les richesses de leur pays pour pouvoir les vendre aux quatre coins du monde. Les esclaves avaient différentes formes de résistance. Il y avait le ralentissement de travail. Celui-ci permettait à l'esclave de se reposer. Les colons considéraient que ce ralentissement était dû à la stupidité de leur race. Il y avait également le marronnage, qui était vu auprès des maîtres comme une fuite momentanée. Cette fuite permettait à l'esclave de se rendre dans les champs voisins pour voir des membres de sa famille. On avait également les fuites définitives. Celles-ci étaient dans le but de fuir les colons pour garder un minimum d'humanité. Mais malheureusement, celles-ci finissaient constamment en sanction. Attaques par les chiens, coups de fouet par d'autres esclaves, encore même interdiction de manger. Rendez-vous compte que pendant la traversée transatlantique, les conditions de vie des esclaves africains étaient effroyables. Un bateau pouvait contenir 600 esclaves. Oui, oui, vous avez bien entendu. 600 esclaves entassés les uns sur les autres. 600 esclaves qui n'allaient pas tous arriver au bout de cette traversée. Pendant cette traversée, les colons pouvaient perdre en moyenne 15 à 30% de leurs marchandises, ce qui faisait une perte de 90 à 180 esclaves. Il y avait différentes raisons de mortalité. Le bâton insalubre, qui était l'une des premières causes. On avait aussi le manque d'espace. Ce manque d'espace permettait à la transmission des maladies plus rapidement. On avait également la nourriture. Les esclaves avaient en moyenne 1 repas par jour. Et pour finir, on avait les esclaves qui se suicidaient. Alors oui, on pourrait dire que les esclaves qui se sont suicidés n'ont en aucun cas résisté. Eh bien moi, je vous répondrai que non. Leur suicide a été une résistance à leur marchandisation. Rendez-vous compte qu'au XVIe siècle, il était tout à fait normal qu'une personne noire soit choisie en fonction de son sexe, de son âge ou encore de sa condition physique, dans l'unique but de servir aux colons. Cela me rappelle la guerre 39-45. Pas vous ? Souvenez-vous, les Juifs, les handicapés et les tziganes étaient tous envoyés dans des camps de concentration pour être soit utilisés comme des machines, soit assassinés, car ils étaient trop vieux, trop jeunes ou d'autres raisons encore. Pour revenir à la question, je ne pense pas que survivre, c'est résister, car cela reviendrait à ne faire aucune distinction entre ceux qui se sont révoltés et ceux qui se sont contentés de survivre, rendant de fait invisibles tous ceux qui ont, par leur résistance, contribué à mettre fin à l'esclavage et ne réduisant pas la fin de l'esclavage au bon vouloir du maître. C'est leur courage, c'est la résistance et le courage de ces héros et héroïnes, tels que Solitude ou encore Toussaint Louverture, qui ont permis de mettre fin à l'esclavage. Si nous reprenons l'exemple de la guerre 39-45, cela reviendrait à dire que tous ceux qui se sont contentés de subir l'oppression de l'armée allemande seraient considérés résistants, comme Jean Moulin ? Je ne crois pas. Je terminerai par une citation de Frank Natsmara. « L'esclavage n'a jamais été aboli, ils ont juste dissimulé les chaînes de l'esclavagisme. » Alors bien sûr, je ne nie pas que ce qu'ils ont vécu est horrible et que pour certains, résister à l'esclavage était quelque chose de compliqué. Mais je pense qu'ils doivent tous être honorés comme ceux qui ont réussi à se révolter. Merci Léa. Et bah dis donc, je pense qu'à la fin de ce concours, je vais finir par pleurer, c'est pas possible. Alors, je vous propose d'accueillir maintenant Corentin qui nous vient de Rouen. Bonjour à tous. Bonjour Corentin, ça va ? Bonjour. Oui, ça va très bien, merci et vous ? Bien aussi. Tu viens d'où, de Rouen exactement ? Alors je viens de la rive gauche, derrière Saint-Sever, le quartier Europe. D'accord.
Parce que moi, je connais un peu, enfin, j'ai de la famille qui était à Petit-Quevilly, à Rouen même, donc ça... C'est des alentours. Ouais, ok. Alors moi, je voulais d'abord dire, j'ai eu une mauvaise expérience avec les mots. Ma première expérience avec les mots, c'est une juge d'application des peines qui m'incarcère. Pour m'incarcérer, elle n'a pas sorti d'autre chose qu'une Kalachnikov, elle n'a pas sorti d'autre chose que des armes, elle a sorti ses mots, ses paroles pour m'incarcérer à une peine de prison. J'ai compris à ce moment-là que les mots étaient importants et qu'on pouvait les utiliser à bon escient. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me rapproche des mots pour pouvoir accompagner les jeunes. Je suis aujourd'hui devenu acteur jeunesse, je me rends dans les prisons où j'ai pu passer par le passé pour favoriser la prise de conscience chez les jeunes délinquants aujourd'hui en détention. Merci à tous d'être là. Cher public, cher jury, bonjour. Merci d'être présent parmi nous aujourd'hui. Alors, l'histoire des personnes que je vais vous raconter est accrochante. Ils ne sont pas présents, je suis désolé pour cette triste nouvelle. Vous et nous sommes présents, ça c'est une très bonne nouvelle. Une opinion, une résistance, ces hommes l'ont eu, ces hommes l'ont fait. Assis dans leur bureau, après avoir juré de défendre leur pays jusqu'à leur mort, à défaut d'être libres. Ne sentez-vous pas le cœur de ces hommes brûlés, laissant échapper leur liberté? Résistance, remplie de désespoir. Le monde, à l'univers entier, le dernier cri de l'innocence et du désespoir. Et survivre à l'esclavage, est-ce résister? La privation de liberté, est-ce exister? Faut-il vivre pour résister ou résister de vivre malgré? Messieurs, dames, ne vous méfiez pas des apparences, méfiez-vous seulement de la réalité. Durant la Révolution en 1792, je vais nous plonger aujourd'hui dans l'histoire d'un monsieur qu'on appelait Louis Delgrès, qui forçait de vivre de sa bonté, lui qui allait si loin dans les contrées émerveillé par différentes identités. Juridiquement, Louis Delgrès est né libre de couleur. Il est le fils d'une mère métisse et d'un père créole blanc. Juridiquement, il vit avec ses parents, en Martinique, puis à Tobago. Très jeune, il était amoureux des mots et savait très bien lire. Il aspirait déjà à une grande carrière militaire. Il a commencé dans les mains de la milice aux colonies, et notamment la révolution haïtienne le poussera à affirmer ses opinions anti-esclavagistes et abolitionnistes. Vous savez, il s'exile pour la Dominique, en 1771, après la prise de pouvoir des royalistes. Durant la Révolution de 1792, il rejoint les rangs des Républicains et monte à bord de la frégate La Félicité. Vous savez, encore une fois, pour résister. Il est élu lieutenant et pour ses engagements, mais est capturé par les Britanniques à la suite de leur débarquement en Guadeloupe. Résister devient prisonnier. Il est emmené en Grande-Bretagne, encore une fois, pour résister. Il est rapidement libéré et rejoint la France, où à Brest, il reçoit son brevet de lieutenant, Résister pour évoluer, résister pour rêver. Petit message, s'opposer parce que nous sommes tous porteurs d'espoir dans un monde où un geste, un regard peut nous rendre hagards. Vous savez, je pense que résister vaut mieux qu'être divisé. Vous savez ce qui lui est arrivé à ce monsieur? En 1802, le premier consul à cette époque, Bonaparte, envoya un général de France diriger les hommes de troupe de la Guadeloupe, qui tout de suite étaient à leurs ordres. Ils étaient en quelque sorte d'imposer une nouvelle politique. C'est ce qu'ils disaient, c'est ce qu'ils prétendaient. Ce fut tout autre. Ils sont revenus à l'esclavage, ôter la liberté à des milliers d'hommes. Résister, mais jusqu'à quand? Résister, mais jusqu'où? Assis alors dans son bureau, M. Delgrès écriva ceci. Le monde, à l'univers entier, le dernier cri de l'innocence et du désespoir. C'était là la dernière tracte pour essayer de sauver un peuple de l'esclavage. Il résistait encore. Le 28 mai 1802, se voyant perdu, Louis Delgrès et ses 300 compagnons se suicident parce qu'ils n'acceptèrent pas de vivre esclaves. Alors pour résister, vous savez, ils ont dû mourir. Ils se sont suicidés à l'explosif dans leur refuge en vertu de la devise révolutionnaire « Vivre libre ou mourir ». On avait-il le droit? Ce que je pense de la liberté, demandez-moi, je n'oserais pas, on est intimement liés, elle et moi.
C'est un peu comme si c'était seulement gravé dans la roche. Pour nos familles et nos proches, c'est seulement gravé dans la roche. Je vais vous expliquer, moi, pendant très nombreuses années, j'ai cherché ma liberté, ma dépendance. Indépendant ou dépendant, cela dépend de la patience. Indépendant de la méfiance qui me portait. Sa dépendance. Pendant longtemps, quand on y pense, j'ai résisté à la sentence. Et eux ont travaillé, payé d'aucune semence. Et nous plaignions bien en avance de notre temps, de sources inopinées, d'éloquence. Vous savez, avec 14 ans, étant encore qu'un enfant dans 9 mètres carrés, j'aurais pu penser au suicide. Ma liberté avait été bafouée, rongée, et eux me l'avaient rappelé. Même pas un mot leur était dû, sans qu'on ne sache que ces hommes auraient pu. Et vous savez, sur notre propre terre, encore hier, on en avait vraiment un goût amer. S'opposer, résister. Résister pour exister. Résister comme liberté. Je voulais vous en parler car comme moi, cet homme fut emprisonné, ses droits bafoués. Et dans quelle prison d'après vous? Pas très loin de Rouen ou Havre, juste à côté. Sachez que, même libre, on n'est jamais autant enchaîné que lorsqu'on croit qu'on se suffit parfois. L'art de briser ses chaînes, de se réapproprier son corps, son esprit, par la bienveillance. La liberté de l'indulgence, l'homme ressent. N'ai-je pas moi-même dû résister? N'avez-vous pas vous-même dû résister? Rappelez-vous quand vous étiez encore qu'un bébé et que vous poussiez votre premier cri de résistance, de liberté, de tant d'espoir. Alors la liberté de résister doit-elle être mesurée, messieurs les jurys? Je me permets, croyez en mon expérience, la liberté, ça n'a pas de prix, on se la permet. Une dernière chose. Aujourd'hui, je ne vous aurais pas demandé de voter dans mon discours, bien qu'on soit dans un lieu absorbé d'une politique abrégée. Je vous demanderai maintenant, pour le bien de notre humanité et pour laisser la haine et le racisme de côté, votons pour nos enfants, nos femmes, nos frères, nos sœurs, votons pour ceux qu'on appelle les enfants de la terre, les enfants de la misère. Osons leur dire ce qu'on pense, tout simplement, et moi j'ai envie de leur dire, Jordan, barre-toi de là. Alors public, je vais crier Jordan, et vous allez crier, barre-toi de là. Jordan! Merci à tous. Waouh, waouh, waouh. Eh ben dis donc, que de surprises aujourd'hui. On a eu de la mise en scène, on a eu du chant, on a eu du slam. Waouh, que de surprises. Eh bien, pour continuer les surprises, je vous propose d'accueillir Mathieu, qui nous vient de Lille. Salut, pardon, excuse-moi. Ça va? Bonjour. Bonjour, ça va? Ouais, je me sens cardiaque, mais ça va. Ah, tu t'en... Ça, je t'ai vu faire tes petites respirations. J'ai l'impression de faire le même programme que toi, en tout cas, avec la musique. Je t'ai vu te concentrer. Mais c'est un plaisir. Bah ouais, t'es prêt? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à demander, une petite question? Mathieu, c'est ton premier concours. C'est la première fois que tu arrives à ce point-là ou tu en as déjà fait d'autres? Eh ben écoute, the floor is yours. Ça va être à toi alors. Ça commence bien.
Test. Pour être sûr, hein, vraiment. Bon, l'esclavage. C'est l'oppression à la tyrannie. La tyrannie qui est intéressante, car elle est synonyme d'altérité. Et oui, parce que pour la pratiquer, il faut se dissocier de son prochain, pour faire un autre que soi. Et ce dont je vous parle s'appelle la dialectique du maître et de l'esclave, théorisée par le philosophe Hegel. Son postulat est que c'est en travaillant que l'on atteint la liberté. Paradoxal, mais voyez-le. L'esclave transforme le monde par son travail, alors que le maître, lui, jouit simplement et ordonne le travail et jouit du monde, faisant de lui quelqu'un d'un seul, déconnecté de la réalité, comme quelqu'un qui passerait sa vie dans les aéroports, ou comme quand Jean-François Copé, ministre délégué au budget, estimait le prix d'un pain au chocolat à environ 10 ou 15 centimes d'euros. J'ai pas fait exprès, hein, je suis juste perdu. Oh, j'ai lancé, je suis là. Pardon, donc Jean-François Copé, oui, ce bon vieux François. Alors, Jean-François, oui, donc bon, je suis pas très bon en maths, hein, François. Et donc, oui, donc l'esclave. Ah, découvrant à travers le travail sa capacité à transformer le monde et son autonomie potentielle à la nature, face à la nature, pourrait lui venir à l'idée de revendiquer sa liberté. Mais revendication de liberté n'est pas forcément égale à acceptation de celle-ci. Je revendique le micro. Donc, revendication de liberté n'est pas forcément égale à obtention de celle-ci. Et oui, revendiquer c'est bien, mais savoir se protéger d'une réponse négative, c'est mieux. Surtout quand votre interlocuteur utilise un LBD comme bouche et des grenades comme mots. Alors, si vous y ajoutez sous-nutrition, boulet aux pieds et morale dans les chaussettes que vous n'avez pas d'ailleurs, vous risquez fort de retrouver votre dialogue se transformer en monologue sous la forme de réprimande, monologue sous la forme de coups de fouet qu'en acceptation de vos revendications. C'est pourquoi des différentes communautés opprimées à travers les siècles, ils prirent tous des formes de résistance bien différentes. En Amérique du Sud, les conquistadors, ayant asservi les autochtones, leur demandèrent de l'or. Mécontents quand très vite on leur en amena moins, des explications étaient demandées à l'indigène concerné. Et si son argument n'était pas jugé convaincant, un membre lui était pris. Les autochtones furent bien vite à court d'arguments, d'or et de membres. Le peuple qui fait peut-être le plus de clivage par rapport à sa réaction à l'oppression est celui d'Afrique. D'aucuns diront que leur survie sous cet esclavage, cette oppression, n'était qu'une subsistance. D'autres diront qu'ils auraient mieux fait de se battre, quitte à en mourir. Pour ma part, je ne dirais pas qu'une résistance n'en vaut pas forcément une autre. Et... Je me suis perdu. Excusez. Selon les circonstances, cet avis que survivre n'est pas résister à l'esclavage pourrait s'avérer vrai. C'est là qu'on serait tenté de dire combattre, c'est résister. Pardon, excusez-moi, perturbé avec ce truc. Que combattre, c'est résister. Donc quitte à en mourir, c'est possible aussi.
Aucun procès en passivité ou en lâcheté, donc, pour le désespéré, qui a pris les armes pour se sortir de son désespoir. Pour citer l'abbé Pierre. Cependant, pourrions-nous comprendre que l'espoir est éteint en eux? Et oui, la honte vient d'une absence de courage. Et le courage naît de l'espoir. Sur quelle base rationnelle seriez-vous courageux si vous n'avez aucune chance de victoire? Je suis extrêmement perdu, c'est très embarrassant. Vous pouvez remercier notre coach qui m'avait dit de faire le moins compliqué possible. Apparemment, je ne l'ai pas assez écouté. Donc, à la place de ces gens, pourquoi continuer de vivre? Il m'est d'avis qu'ils étaient tels Sisyphe, obligés de faire rouler un rocher en haut d'une colline qui en redescendait tous les jours avant qu'il puisse atteindre le sommet. Sisyphe réalisa un jour que face à l'absurde de sa vie, il pouvait trouver un sens. Non dans la signification de sa tâche, mais dans la tâche elle-même. Le mythe de Sisyphe rejoint ainsi la pensée d'Hegel sur le fait que le travail est une voie de libération. Et selon moi, si c'est l'exercice de la conscience par le choix, d'apporter un sens même à ce que l'on est contraint de faire, alors c'est le choix qui est un acte de libération. Alors je vous dis, domptez votre honte, cultivez l'espoir, choisissez le sens de votre victoire et surtout, soyez libres. Un, deux. Merci Mathieu d'avoir dépassé ta peur et d'être allé jusqu'au bout. Je pense qu'on peut encore l'applaudir. Je vous propose maintenant de revenir à Paris et d'accueillir Sofiane. Bonjour. Bonjour à tous. Ça va, tu te sens comment? Je me sens assez à l'aise en vérité, ça va. Trop bien. Bah, passe un bon moment alors. Merci beaucoup. Une déclaration que je juge dénuée de sens consiste à affirmer que survivre à l'esclavage revient à y résister, que survivre et résister sont synonymes puisque c'est de l'esclavage dont il s'agit. Eh bien, je déclare à mon tour que c'est une odieuse insulte envers ceux qui ont le mérite de réellement hériter ce titre. De quoi qualifierions-nous ceux qui ont véritablement résisté dans ce cas? Comment les honorer? Quel titre leur attribuer? Eux qui ont pris leur courage à deux mains, insatisfaits de leurs conditions, refusant de soumettre leur destin à un semblable, s'autoproclamant supérieur de par sa couleur. Est-ce équitable de les titrer de façon identique? Est-il judicieux de dire que tous deux sont des résistants? Savez-vous même ce que signifie le mot résister? Peut-être souhaiteriez-vous, messire, que je vous rafraîchisse la mémoire. Résister, c'est s'opposer et défendre. Défendre une cause, un proche, un sentiment, une histoire. Défendre sa dignité, défendre son honneur, défendre son âme. Réfléchissez-y à deux fois avant de clamer de telles absurdités. Cela menace mes oreilles de saigner, c'est intolérable. La question ici n'est pas les esclaves ont-ils résisté ou encore les esclaves ont-ils survécu, mais plutôt l'étymologie et la définition même de ces deux termes, survie et résistance, avec comme thématique
l'esclavage. Il est inacceptable d'amalgamer un survivant et un résistant de façon si volontaire. Es-tu conscient lorsque tu déblatères de tels propos? As-tu la certitude que ta langue n'est pas fourchée? Non, je refuse qu'ils aient sacrifié leur vie en vain. Leur dévouement devrait être une fierté pour l'humanité tout entière. Avez-vous l'intention de dissoudre ces efforts et de les effacer de l'histoire? Est-ce réellement dans notre intérêt? Certes, ils ont subi d'atroces souffrances, des tortures rudes et douloureuses. L'ampleur de leurs tourments n'aura connu que peu d'égaux dans l'histoire, ainsi que ces humiliations auxquelles ils furent confrontés et pour lesquelles je compatis. Elles sont les raisons du souhait que je vous partage aujourd'hui, à ce que l'on rende hommage à tous ces survivants. Mais, au fait, savons-nous réellement de qui parle-t-on lorsque l'on emploie les termes survivant et résistant? Qui définissez-vous de survivant exactement? C'est ça la vraie question. Il se peut qu'un malencontreux malentendu se soit manifesté au centre de ce débat, auquel cas je comprendrais. Ceux que l'on ne doit jamais oublier sont incontestablement les légitimes résistants, dont la peur de l'inconnu ne leur faisait jamais obstruction, dont l'espoir était qu'un jour, les êtres humains, peu importe leur couleur ou leurs origines, puissent cohabiter sans distinction ni discrimination. La moindre des choses serait de faire preuve de reconnaissance et d'exprimer louange et respect pour leur combativité ardente. Vous savez ce qui m'insupporte? C'est de connaître ces femmes et hommes qui ont sacrifié ce qui leur était le plus cher après avoir connu la douleur et la souffrance avant la liberté, puis de prendre la décision de combattre pour ceux qui demeuraient jadis entre les mains de tyrans barbares afin d'établir l'équilibre, dont l'idée de se contenter simplement de fuir et sauver leur personne de l'esclavage, puis de vivre une vie comme si jamais rien ne s'était passé, ne leur traversait pas l'esprit. Ce n'est pas pour eux qu'ils firent cela, mais bien pour vous, leur descendance. Les avoir élevés à la même échelle malgré toutes ces différences, vous trouvez ça normal? Ceux qui vous ont permis d'être ce que vous et nous sommes aujourd'hui, c'est ainsi que vous les remerciez? Je vais vous dire une chose. En ce monde, il y a ceux qui agissent et ceux qui espèrent. Ceux qui agissent sont les résistants, tandis que ceux qui espèrent sont les survivants. Mais si nous nous mettions tous à espérer, alors qui agirait? Ne confondez jamais ces deux termes. Les rendre si indifférents peut engendrer de fatales conséquences, et que malheureusement, par la suite, nous ne puissions plus être capables de définir un survivant et un résistant de façon explicite. Car le jour viendra où une nouvelle menace se manifestera. À ce moment-là, il ne suffira nullement de survivre. Il faudra bel et bien résister. Waouh! Je pense que s'il avait un micro, je pense qu'il l'aurait jeté après son discours. Bravo, bravo, bravo. Alors, on va pouvoir passer à la prochaine candidate. J'appelle Fatoumata. Bonjour, ça va?
On va te laisser te concentrer parce que c'est vrai que là, la pression est forte après les deux précédents, enfin tous les précédents candidats. Mais en tout cas, on est avec toi, Fatoumata. Merci. T'envoies des forces. Désolée, cher public. Je viens devant vous avec une migraine. Une migraine qui me fait si mal. Une migraine causée par ce que j'ai pu entendre. J'hallucine. Certains peuvent prétendre que survivre à l'esclavage, ce n'est pas résister. Alors qu'ils vivent dans leur petit confort du XXIe siècle, le ventre bien rempli, je trouve ça affligeant. J'aimerais les voir à leur place. Ils se permettent de dénigrer la survie des esclaves alors qu'il suffit seulement d'une grève des transports pour les voir affolés. Survivre. Qu'est-ce que c'est que survivre ? Survivre, c'est le fait de lutter pour vivre, malgré des conditions extrêmes. Cependant, en 2024, certains, avec leur iPhone à la main, ont l'audace de dire que survivre aux conditions inhumaines de l'esclavage, c'est une résistance dite passive. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous démontrer que survivre à l'esclavage, ce n'est pas une résistance passive, mais une vraie résistance. Je veux vous sensibiliser au destin des victimes du commerce triangulaire. Cette traite négrière reliait l'Europe, l'Afrique et l'Amérique pour l'exploitation d'esclaves noirs. Des bateaux venus d'Europe capturaient des hommes et des femmes d'Afrique pour aller les vendre comme esclaves en Amérique. Cela me touche particulièrement en tant que femme d'origine malienne de savoir que des Africains, dont des Maliens, ont été capturés, retirés de leur terre pour être esclaves et exploités à travailler jusqu'à leur mort. Alors qu'ils vivaient en toute tranquillité auprès de leur famille, à aider même leur pays à se développer. Je suis même à me demander ce qu'aurait été l'Afrique s'il avait demeuré en paix. Ces esclaves ont dû faire preuve d'une incroyable résilience physique et mentale pour supporter à tous ces abus, ces privations et l'inhumanité de leur situation. Les maîtres des esclaves les violaient, s'amusaient à les torturer et organisaient même des combats d'esclaves. Pourquoi ? Pour se divertir. Les esclaves étaient mutilés, marqués au fer rouge et subissaient même des expériences scientifiques comme des vulgaires rats de laboratoire. Survivre dans ces conditions est tellement atroce que cela en devient de la résistance. La résistance. Qu'est-ce que c'est que la résistance ? La résistance consiste à s'opposer à une injustice pour pouvoir continuer à vivre en paix. Comme l'ont si bien fait les résistants lorsqu'ils ont sorti leurs armes contre les Allemands pour pouvoir continuer à vivre en paix. L'esclavage est une réalité qui renferme une lourde et horrible histoire remplie d'effroi et de terreur. L'esclavage est un processus d'industrialisation de l'exploitation humaine dans lequel on a associé l'esclavage à la couleur noire. Les esclaves ont dû survivre dans un système qui a été pensé pour les détruire intérieurement et extérieurement, de sorte qu'ils oublient qui ils sont, d'où ils viennent et que leur seule identité soit la captivité. Dans ces conditions, la traite négrière fut pire que la mort. Elle est venue nier le principe même d'humanité, en réduisant ces hommes et ces femmes à des animaux, à des objets. Le combat quotidien de ces esclaves n'était pas seulement de survivre, mais de résister en réaffirmant leur foi et leur espoir. Fidèle à cette sagesse africaine reprise par Nelson Mandela, où que vous viviez, prenez sur vous de donner de la foi et de l'espoir autour de vous. Eh bien, les esclaves, on a voulu faire d'eux des animaux, mais avec l'art, leur culture et la joie, ils ont donné une leçon de résistance et d'humanité à n'importe quelle personne ici présente. Comme le dit le proverbe mexicain, on a voulu les enterrer, mais on a oublié que c'était des graines. Eh bien, les esclaves, on a voulu faire d'eux des animaux sauvages, sans culture. Ils ont inventé l'art, des danses, des musiques. On a voulu leur donner les restes à manger. Ils ont inventé une gastronomie. On a voulu faire d'eux des animaux sans langue. Ils ont inventé une langue, le créole.
Finalement, ceux qui disent que survivre à l'esclavage, ce n'est pas résister, eh bien, vous avez raison. Survivre à l'esclavage, ce n'est pas résister. C'est bien plus que ça. Aïe, 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 j'aimerais pas être à la place du jury. Hein. Ça va être compliqué. Eh ben, on va vous rajouter une difficulté puisqu'on va accueillir Louise. Bonjour, vous m'entendez? Ok. Est-ce que... Oui, tout va bien. Est-ce que vous aviez des questions? Est-ce que le sujet t'a inspiré ou ça a été difficile pour toi d'en parler? Il m'a inspiré, mais trop. Il y avait trop d'idées, trop de trajectoires à prendre et il a fallu pas mal élaguer dans ce que je voulais dire. Alors justement, comment on canalise quand on a une profusion d'idées comme ça? On essaye de trouver un fil rouge. Eh ben, on a hâte de l'entendre. En 1961, Frantz Fanon prononce les mots suivants. Le régime colonial est une négation systématisée de l'autre, une décision forcenée de refuser à l'autre tout attribut d'humanité. Il nous interroge non seulement sur la création et le maintien du régime colonialiste, mais surtout sur la notion d'humanité. La question aujourd'hui est la suivante. Survivre à l'esclavage, est-ce résister ? Mais la question que je vous pose d'abord est, peut-on rester humain avec l'esclavage ? Plus que cela, que reste-t-il de nous quand on y survit ? Les mots et la violence des maîtres blancs ont-ils trouvé le pouvoir de placer des individus en dehors de l'espèce humaine ? Mais résister, est-ce seulement prendre les armes ? Parce que les premières formes de résistance passent le plus souvent par la violence ou la fuite. Les révoltes, collectives comme individuelles, sont la façon la plus claire de s'opposer au traitement subi. Elles sont non seulement l'expression de la colère et de l'injustice, mais surtout, elles provoquent chez l'autre la peur. La peur de voir son pouvoir chavirer. La conscience que sa domination ne s'établit pas sur des fondations stables. Résister, c'est affronter la peur, mais c'est surtout la faire changer de camp. Les marrons sont devenus le signe farouche de l'absence de contrôle des maîtres blancs. S'échapper, devenir un autre le temps d'un instant, courir le plus loin, le plus vite possible, ne pas céder au déterminisme du futur. La fuite est devenue l'expression du courage des Noirs. Mais non, ne vous méprenez pas. Dans ce discours, il n'y aura pas de catégorie. Pas de courageux ni de lâche. Parce que les esclaves qui ont fait le choix de mourir n'ont-ils pas montré l'ultime signe de résistance ? Disparaître pour se libérer des chaînes. Abandonner la vie, mais garder l'espoir de devenir le signe de la souffrance esclave, le symbole de la cruauté subie. Préférer la mort pour défier le pouvoir blanc. Ma question pour vous, public, est la suivante. Que reste-t-il de nous quand notre humanité est refusée, niée, bafouée ? Que reste-t-il de nous quand seul le corps reste debout ? Peut-on vraiment parler de résistance quand les convictions de l'autre sont venues s'immiscer dans notre esprit ? Quand le jugement des yeux dominants est devenu le nôtre et que l'image renvoyée dans le reflet a pris la teinte des mots dictés ? Le véritable défi de ces esclaves noirs, ce n'est plus seulement se maintenir en vie. C'est construire son identité, définir son histoire, porter fièrement ses cicatrices, dépasser les stigmates de l'esclavage, écrire, parler, chanter, hurler, mourir. Oui, c'est aussi cela, résister, mais plus encore. La résistance, c'est affirmer son humanité malgré tout. C'est refuser la définition que l'autre appose de nous. C'est se souvenir
de manière profonde comme infime, de qui l'on est. Et c'est à nous, désormais, élèves, descendants, citoyens, hommes et femmes, de leur redonner cette place. C'est à nous de montrer que leur survie n'est pas vaine et que leurs souffrances n'iront pas mourir en silence. C'est à nous d'être leur résistance. C'est à moi de rendre hommage à la mémoire de mon grand-père, de mes ancêtres noirs, et de faire vivre cette partie-là de mon histoire. Survivre à l'esclavage, c'est ce que des millions d'hommes et de femmes ont fait. Mais plus que cela, quand le pouvoir les a considérés en dehors de l'humanité, si différents de nous, la survie de chacun d'entre eux est devenue la preuve, la trace que nous transmettons désormais, que l'histoire de l'humanité est également noire et teintée de sang. Eh ben, on sera passé par plein d'émotions. On a ri, on a souri, on a eu les frissons, on a chanté en chœur. Enfin, c'était waouh. C'est beaucoup de diverses expressions différentes. En tout cas, merci d'avoir fait entendre vos voix. Et sans plus tarder, je vais laisser du coup le jury se retirer pour aller délibérer. Bon courage à vous parce que je sais que ça va être difficile. Alors, pendant que le jury délibère, je vous propose d'en savoir un peu plus sur les structures qui ont partenaires de ce concours d'éloquence. Donc Espoir Jeune et les écoles de la deuxième chance. Et je vous propose de commencer par Espoir Jeune. Donc j'appelle Yacine. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je ne suis pas du tout doué pour le concours d'éloquence. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Je voulais juste déjà, dans un premier temps, en profiter pour remercier la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, remercier Théo, remercier Aïssata, remercier donc le Sénat qui nous a permis de pouvoir avoir la possibilité de venir ici aujourd'hui, remercier mes collègues, Bilal, Margot, Anouar, remercier les jeunes qui nous accompagnent également. Une grosse mention spéciale pour Louise et Corentin, nos candidats. Quel que soit l'issue du résultat, je suis hyper fier d'eux et du parcours effectué. Je voulais remercier également le coach donc Laji, sans qui tout cela n'aura pas été possible. En tout cas, il aura permis de permettre à nos jeunes de travailler, de résister, tout simplement. Très brièvement, l'association Espoir Jeune, c'est une association qui est basée sur le quartier Grammont à Rouen depuis maintenant 2009. J'en suis l'un des fondateurs. Je continue à entretenir, disons, la flamme associative pour permettre un accompagnement auprès des plus jeunes de nos territoires, de travailler sur les questions liées à la réussite éducative, liées à la citoyenneté, l'écomobilité, la solidarité internationale, l'insertion professionnelle et bien d'autres choses. Concrètement, nous, depuis un peu plus d'un an, on travaille justement sur la thématique de l'abolition de l'esclavage et la traite négrière avec un certain nombre de jeunes filles et de garçons issus de nos territoires, et en l'occurrence du quartier Grammont. On travaille sur cette thématique-là avec différents accompagnements, différentes thématiques. Ça a commencé avec tout un travail de recherche, d'ateliers, de rencontres avec des historiens, avec des visites au Château-Duc de Bretagne, la Fondation de l'esclavage, enfin le mémorial de l'esclavage, à Nantes. Nous avons également été à Paris pour voir l'exposition Oser la liberté au Panthéon. Donc encore une nouvelle fois, merci à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage pour les places qui nous ont été attribuées. Tout au long de ce parcours-là, on a effectué un voyage au Sénégal, donc on est revenu il y a un petit peu plus de 2 semaines maintenant. On a eu la chance de visiter un certain nombre de sites culturels, historiques, en lien justement avec cette thématique-là. Donc je suis très fier du travail qui a été effectué. Et dans un troisième et dernier temps, on est en train de monter tout un projet artistique, un spectacle vivant, avec mes collègues Anouar et
et Margot qui font partie d'une compagnie théâtrale qui s'appelle le Marilou Collectif et avec qui on travaille actuellement, les jeunes travaillent actuellement sur ce projet-là. Donc voilà, c'est une fierté pour nous d'être ici aujourd'hui parmi vous et puis de partager ce moment fort avec vous. Voilà, je n'ai pas forcément d'autres choses à ajouter, si ce n'est qu'on continue à travailler là-dessus et on va poursuivre notre travail une fois rentré à Rouen et on sera plus que ravis que de reparticiper peut-être éventuellement l'année prochaine de nouveau à ce magnifique concours d'éloquence. Voilà, merci à vous en tout cas. Alors, merci Yacine pour cette présentation. Pardon. J'appelle maintenant donc la structure E2C Grand Lille avec Michel Maté. Et oui, vos jeunes ont parlé, mais c'est à vous maintenant. Merci, c'est gentil. Donc, je suis Michel Maté, je suis la fondatrice et la dirigeante des écoles de la science Grand Lille. Et je vous présente un membre du conseil d'administration ici présent, qui démontre aussi, comme d'autres écoles présentes, qu'on est très en joie d'être ici. Moi, je ne connaissais pas votre concours. Je trouve que c'est remarquable. Toutes les personnes qui sont passées, et pas que de Lille, sont excellentes. Et c'est vrai que je ne voudrais pas être non plus à la place du jury parce que ça va être très, très dur. En tout cas, merci à vous. C'est une super idée. En ces temps compliqués, c'est une super idée. Et je pense, pour ceux qui l'ont fait, d'avoir visité avant le Sénat, ça pose aussi les choses d'un point de vue purement historique et ça remet les choses à plat. Et on comprend aussi beaucoup de choses. En tout cas, merci à vous pour cette super initiative. Alors, pour E2C Paris, j'appelle maintenant Monsieur Denis Bouchard. Merci, bonjour à vous tous. Donc, je suis le président de l'école de la deuxième chance de Paris. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai été effectivement assez époustouflé par ce que j'ai vu ici, parce que ça résonne de façon assez incroyable avec ce qu'on fait au quotidien, en fait. Nous, on a une conviction, alors on le sait, hein, les écoles de la deuxième chance, elles ont cette conviction que chacun a une chance, que chacun peut trouver sa place dans la vie. On n'a pas de baguette magique. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de créer les conditions pour permettre l'éclosion des talents, pour permettre que chacun se révèle à sa façon, révèle son potentiel. Moi, j'ai une conviction forte que je partage des fois fort d'ailleurs avec l'équipe de l'E2C Paris. Je crois que vraiment, ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas imaginer d'insertion professionnelle sans insertion citoyenne. Et ça, là aussi, hein, on a beaucoup entendu d'allusions au contexte aujourd'hui. C'est bien d'avoir un boulot, c'est important d'avoir un boulot, c'est indispensable d'avoir un boulot. Mais si on a un boulot et qu'on n'a pas quelque chose à côté, un jour, on se trouve du mauvais côté de la Kalachnikov. Et ça, c'est ce qu'on a vécu en 2015. Et ça nous a tellement marqué qu'on s'est dit on ne peut pas s'arrêter là. Donc derrière, notre mission, c'est aussi, à travers ce que nous demande l'État, l'État ne nous finance pas pour faire de la citoyenneté. L'État nous finance pour faire de l'insertion professionnelle. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc il est de notre rôle d'arriver à développer autre chose et dans le temps qui nous est imparti, de faire en sorte que les jeunes qui passent par le dossier puissent éveiller autre chose que simplement leurs aptitudes professionnelles. Ça veut dire travailler ensemble, ça veut dire effectivement se poser des questions sur le monde qui nous entoure, ça veut dire voir qu'il est possible de changer le monde. Mais peut-être que ça ne suffit pas de dire on peut changer le monde, peut-être qu'il faut dire aussi on doit changer le monde. Voilà. Ce n'est pas seulement une question de possibilité, c'est une question de devoir que de faire quelque chose pour que ça bouge. Et ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de créer les conditions, simplement que chacun se rende compte qu'il a cette possibilité de changer le monde. Alors changer le monde, ça peut être en politique, ça peut être dans la solidarité internationale. Hein. On fait en ce moment des marches pour l'eau parce qu'on soutient l'accès à l'eau dans un petit bled du Laos. Ça peut être
l'histoire, la mémoire de l'esclavage. Ça peut être le camp des 1000, dont le slogan principal est « Chacun peut réagir, chacun peut résister, chacun à sa manière ». Et ça, c'est le cœur de la résistance. Il ne faut pas oublier un deuxième slogan du camp des 1000 qui est peut-être beaucoup plus alarmant et qui prend tout son sens en ce moment. Le deuxième slogan, c'est « Il est très vite trop tard ». Donc agissons maintenant. Merci, monsieur. Alors, pour finir, attendez, j'ai pas le nom. Ah, c'est vous. Donc, je vous demande d'accueillir monsieur Hervé Coué. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Alors, tout d'abord, je ne vais pas remercier l'organisation de la chronologie de l'événement, puisque passer après des jeunes comme ça, c'est pas facile. Félicitations à tous les jeunes, c'était un régal très, très émouvant de vous entendre. Moi, je ne vais pas être très original, j'ai préparé un petit texte que je vais vous lire, et ensuite, je vous parlerai un petit peu de notre école et de ce qu'on y fait. On dit souvent qu'il n'y a pas de hasard dans les rencontres, quelles qu'elles soient, et je le confirme. Être à l'E2C n'est pas un hasard, ni pour les jeunes qui y entrent, ni pour les salariés qui y travaillent. Être partenaire de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage ne l'est pas non plus. Cette magnifique rencontre avec la Fondation s'est faite en 2021 dans le cadre d'un projet annuel mené avec brio par les équipes de l'E2C 93 sur le thème « L'esclavage d'hier à aujourd'hui ». Ce projet nous a ouvert le cœur d'Aïssata, ici présente, que je remercie infiniment pour l'intérêt et la confiance qu'elle nous a alors témoigné. Et comme dans toutes les belles histoires d'amour, on ne se quitte plus. Encore plus qu'hier, c'est avec évidence et nécessité que nous poursuivons et poursuivrons ce lien fort avec la Fondation, essentiellement pour deux raisons. D'abord, par rapport aux valeurs qu'elle défend, qui sont similaires aux nôtres. Promouvoir les valeurs républicaines de la liberté, d'égalité et de fraternité, et s'engager contre le racisme, les discriminations et les formes contemporaines d'esclavage. Les jeunes que nous accueillons, vous en avez de bels exemples aujourd'hui face à vous, réclament avec raison que l'on connaisse et reconnaisse cette histoire de l'esclavage qui fait partie de notre histoire nationale et que nous devons assumer. Deuxième raison, ce concours d'éloquence permet aux jeunes de mieux s'exprimer, de mieux convaincre et reprendre confiance en eux, tout un art qui leur servira dans leur cheminement personnel et professionnel. Un mot sur le sujet de ce concours. Survivre à l'esclavage, est-ce résister? Un sujet qui vient en résonance avec l'actualité que nous vivons. Je vous exhorte de bien réfléchir sur la force de ces deux verbes, survivre et résister. Et la symbolique qu'elle génère en ce lieu où nous sommes réunis aujourd'hui, anciennement le Conseil des sages. Que cette jeunesse ici présente soit la relève des luttes contre la discrimination et les injustices. Merci. Merci. Alors, merci. D'un point de vue un peu plus perso, moi j'ai le bonheur, la chance, l'honneur d'être l'heureux directeur de l'E2C 93 depuis bientôt 9 ans. Et très souvent, Waiba qui est là peut en témoigner, très souvent on a des larmes qui montent dans cette école, mais je pense que c'est pareil dans les autres E2C. Ô combien on est fiers de nos jeunes, ô combien au quotidien ils nous apportent une énergie et du respect. Quand on a dans nos corps de jeunes des jeunes Afghans qui viennent à pied, qui mettent 18 mois pour venir, et que nous on se plaint parce que le train est en retard, ou que voilà, ça nous rapproche, ça nous rapporte à des choses de très saines, très simples. Et ça nous donne beaucoup d'humilité. Nous, on puise, en tout cas dans le 93, beaucoup dans nos jeunes. Et quand on voit ce qu'ils font, ben moi, je les kiffe tout simplement, quoi. Mon réel bonheur, c'est ce que je dis à chaque fois qu'on est interviewé sur des plateaux télé ou dans des journaux, etc. Voilà, le terme qui me vient de façon naturelle, c'est respect. Vous avez tout mon respect, les jeunes. Bravo à tous.
Alors, chères toutes et tous, toutes mes excuses. Alors, je vous tourne le dos, c'est pas bien. Je dois vous quitter, mais j'ai donné mes notes. Le jury a délibéré, je ne dirai rien. Vous ne saurez rien. Non, je dois vous quitter, mais c'est pour la bonne cause, parce que je vais animer un meeting du Nouveau Front Populaire contre... Il est venu le temps de remettre les prix. Mais avant ça, je vais laisser Aïssata vous dire quelques petits mots. Oui, juste 2 mots. Déjà remercier les membres du jury, mais vous dire que ça a été extrêmement compliqué. Il y a eu des débats, des battles, des personnes qui ont voulu quitter la pièce parce que... et il y en a qui sont partis. Non, je plaisantais. Elle avait une contrainte. Non, ça a été extrêmement difficile, mais vous dire qu'on est vraiment heureux des différentes prestations que vous nous avez produites parce que c'était beau à voir, autant dans la scénographie que dans les arguments que vous nous avez proposés. On voit que vous avez travaillé le texte, mais que vous avez aussi travaillé le fond. Donc, un grand merci à vous. Vous dire que vous êtes toutes et tous gagnants. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix aussi de remettre un prix à chaque participant et à chaque finaliste. Et vraiment, ça a été très, très, très difficile. Donc, bravo à toutes et à tous. Et je pense qu'on va pouvoir commencer à annoncer les premiers prix. Et on annoncera en dernier, enfin l'avant-dernier, en dernier, le grand prix de l'éloquence. Alors, je vous propose de remettre le prix de la créativité qui sera remis par Olivier et qui est attribué à suspense à Mason. Il marche. Non, non mais donc, enfin, le choix, alors, personnellement, donc, c'était l'entrée dans le concours. Une prestation tout à fait touchante, pleine d'émotions. Et justement, donc, la créativité, elle est marquée par le costume, par les choix d'expression que tu as fait entre le discours, entre le chant. Et là-dessus, c'était excellent. Merci. Alors, le deuxième prix qui sera remis par Aketo, c'est le prix de l'investissement et suspense. Il est attribué à Jennifer. Eh ben, bravo à toi, Jennifer. Oui, une petite pause avec le jury. Aketo, un petit mot pour ce choix? Un petit mot, bah déjà à l'arrivée avec son joli tissu. Et ouais, il y avait de l'investissement. C'est pour vous faire un concours d'éloquence. Moi aussi, j'ai un peu le trac, même en tant que jury. Mais en tout cas, bravo. Bravo, Jennifer. Alors, on va passer au prix de l'émotion, qui va donc être remis par Manon. Il sera remis à Fatoumata. Je suis très contente de pouvoir te remettre ce prix parce que tu nous as tous pris avec toi. On était dans ton discours, on était dans la manière dont tu as amené la réflexion.
la manière dont tu t'adressais à nous, la manière dont tu te présentes. Tout ce que tu as dit nous est parvenu. Je pense que c'est le plus important quand on fait ce genre de prestations, de moments. Et réellement, j'ai vraiment été touchée et impressionnée. Et je souhaite que ce soit juste le début de quelque chose que tu écriras de beaucoup plus grand. Et merci à toi. Ensuite, nous passons donc au prix du dépassement de soi qui sera également remis par Manon. Petit suspense. Il est attribué à Mathieu. Mathieu. Eh oui, dépasse-toi, viens jusqu'à moi. Ouais, Mathieu. Jusqu'à ce qu'il arrive, allez, encore, jusqu'à ce qu'il arrive. Ouais, Mathieu. Merci à toi, parce que justement, c'est ce que tu nous as montré. On est tous en train de tester. C'est un petit cadeau. T'as un bon cadeau dedans, donc un petit chèque cadeau, donc tu vois, quand même. Non, alors attends, écoute, moi je le dis, on teste tous, on sait que le chemin il est compliqué déjà pour arriver ici, pour prendre la parole en public, pour arriver au bout d'un exercice qu'on estime l'avoir raté, accompli ou non. Et ceux qui n'essaient pas ne font rien, c'est en changeant des toutes petites choses au quotidien qu'on a des résultats demain. T'es allé jusqu'au bout et on te remercie pour ça. Ensuite, on va passer au prix de la transformation. J'appelle Corentin. C'est évidemment pas que pour la dédicace. Voilà, du tribunal au Sénat, c'est la transformation positive. Voilà. On se rapproche du Grand Prix. Mais on va passer d'abord au prix de l'affirmation de soi qui sera remis par... C'était pas écrit. Ah, par Juliette, ok. J'appelle Léa. Il reste, ouais. Ok. Léa, bravo. Avec tout le jury, on s'est dit que ça... Je sais pas si... Regarde, tourne-toi, prends l'espace, comme tu as si bien affirmé tout à l'heure. Avec tout le jury, on s'est dit que tu nous avais vraiment impressionnés parce que à ton âge, tu étais déjà une femme très engagée et aussi qui savait porter sa voix et s'affirmer. Et ça, c'est quelque chose qui est, je pense, extrêmement rare à ton âge. Encore au nôtre, je te rassure. mais c'est un long chemin et tu es en très bonne route, donc bravo Léa. Merci à vous. Alors, pour bien les faire stresser, j'appelle les deux derniers participants sur scène. Ah bah là c'est comme les Miss, il faut sourire quand même. Alors, donc on passe. Oui, donc là il y a deux derniers prix. Donc il y a le grand prix de l'éloquence et le prix de la révélation. D'abord, je tenais à dire que ne jetez pas les sacs parce que dans chaque sac, il y a des cadeaux de la Fondation, notamment un chèque cadeau pour tous les participants. Donc gardez-les bien.
Le Grand Prix de l'éloquence remportera un beau chèque. Donc, petit suspense pour le prix de la révélation. Ah, ok. Petit rectificatif, hein, on va faire comme dans les Miss France. On va annoncer le Grand Prix de l'éloquence. Avant de remettre le prix, je tiens vraiment à préciser que ça s'est joué à très très peu. Et pour être honnête, ça s'est joué entre 3 personnes. Je pense que c'est important aussi qu'on lui dise. Ça s'est joué entre Fatoumata, Louise et Sofiane. Donc ça... Et donc, les membres du jury se sont basés, bien évidemment, sur la grille d'évaluation qui leur avait été remise. On a essayé vraiment de ne pas aller dans l'émotion parce que parfois, l'émotion avait pris aussi le dessus. Donc, félicitations à vous deux, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, je suis désolée, je tourne le dos au public, mais je pense que c'est important aussi de les avoir en face de moi. On est fiers et ravis des 2 prestations que vous nous avez proposées. Je ne vais pas être plus longue. Le Grand Prix de l'éloquence est attribué à Louise. Comment ? Et donc, avant de remettre le prix à Louise, s'il vous plaît les Rouennais, on va quand même Dédicace à les sports jeunes. la révélation à Sofiane. Merci beaucoup pour ce que tu nous as proposé. Évidemment, bravo Louise, félicitations. Et je voulais dire aussi un petit mot à Sofiane, lui dire qu'on avait été tous, je pense, unanimement impressionnés par ta prestation, que ta prestation était à la hauteur, je pense, de tous les concours d'éloquence qu'on a vus, on en a vu, je pense, un certain nombre, tous réunis, que tu peux être extrêmement fier de toi, que ce n'est que le début, je pense, d'une longue carrière en la matière. Et j'ai noté de toi que tu as dit que ceux qui agissent, et il y a ceux qui espèrent, toi tu fais partie de ceux qui agissent, et bravo pour ça. Merci Juliette. Et du coup, Olivier et moi avons le plaisir de te remettre ce prix, Louise. Et félicitations. Bien joué, Sofiane.